Très mis en tête. En revanche, effectivement, ce côté discussion, collaboration, élaborer un cadre de travail, moi et mon chef, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nouveau. Et vous me disiez que c'est notamment, ça s'utilise dans les techniques de négociation de prise d'otage. Apprendre à se mettre dans la peau de l'autre et ensuite l'amener à soi. Alors, comment on peut appliquer ça à une situation avec mon chef? Dans toute relation de confrontation, l'un des leviers principaux dans la négociation, c'est le lien, c'est la connexion que je vais créer avec l'autre. C'est-à-dire, plus je vais comprendre l'autre, ce qui est important pour lui, plus l'autre va aussi avoir une chance de me comprendre. Plus je vais être dans le blocage, dans le rapport de force, plus il y a une chance aussi que l'autre, par mimétisme, c'est-à-dire en faisant ce que je fais, fasse de même. Et notamment, le FBI avait développé une technique pour la gestion de prise d'otages en 5 étapes. Avec la première étape qui est de l'écoute, c'est-à-dire rentrer vraiment en phase d'écoute face à l'interlocuteur que j'ai en face. À partir de là, ça va développer ma propre empathie, c'est-à-dire ma compréhension des enjeux de l'autre. Donc de la même manière par rapport à un chef, comprendre quelles sont ses contraintes, quels sont les objectifs qu'il doit atteindre lui, comment l'organisation fonctionne, quel est le contexte aujourd'hui de l'organisation. Okay. Est-ce qu'on pose des questions directes à son chef? Voilà, quels sont tes objectifs cette année? Quelles sont tes contraintes? Qu'est-ce que tu dois accomplir cette année? Comment est-ce qu'on aborde le sujet? Ce qui est compliqué dans la négociation de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Parce que tout dépendra bien sûr du contexte et de l'environnement, et chaque négociation est unique de par son temps, de par les acteurs, de par la situation donnée à se tenter. Par contre, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, ça va être comment est-ce que je peux t'aider à ce que ça fonctionne bien pour toi. C'est-à-dire que dans le rôle du manager, dans le rôle du chef, c'est aussi d'encadrer une équipe, accompagner une équipe et d'arriver au résultat pour son département, pour son équipe, pour la situation. Donc si on se place dans une situation, comment est-ce que je peux t'aider pour que tout fonctionne au mieux, à ce moment-là, je peux dire, est-ce que toi, tu peux m'aider aussi pour que pour moi, ça fonctionne au mieux. Pour moi, ça veut dire comment j'évolue. Ça fait 3 ans que mon salaire évolue très peu alors que j'estime que j'ai une nouvelle responsabilité. Quelles sont les prochaines étapes? Attention par contre, parce que effectivement, selon la culture de management de l'entreprise, ça peut être plus ou moins accepté. C'est là où effectivement on prépare ce que vous avez évoqué tout à l'heure, on prépare aussi le plan B. Qu'est-ce qu'on fait si je n'arrive pas à la satisfaction de motivation, de besoins qui sont prioritaires? On va attendre un petit peu avant de parler de l'échec des négociations, mais c'est très important. Le non-accord, c'est pas un échec. D'accord, le non-accord. On reviendra sur ça. Non, mais c'est très révélateur justement du climat de tension qu'on colle sur ces situations de négo. Pour revenir à la méthode du FBI, donc une écoute, une empathie, j'essaie de comprendre ce que veut mon chef. Exactement. Et ensuite... Cette empathie en 3e phase va créer un lien de la part de l'autre. D'avoir quelqu'un face à soi qui est en train de me comprendre va créer un lien envers cette personne. De bonne volonté, qui veut m'aider, qui veut m'aider. Exactement. À partir de là, ça va créer un pouvoir d'influence qui éventuellement va changer le comportement. Alors comment un pouvoir d'influence? Un pouvoir d'influence, c'est-à-dire que la personne va être plus réceptive à ce que va lui dire quelqu'un avec qui il a créé un lien, tout simplement. D'accord. Un exemple, si vous vous souvenez, même en France, avec l'imprimerie, avec les frères Koubali, la personne qui a réussi à sortir a créé ce lien avec les 2 frères qui étaient entrés, en leur proposant de l'aide, en leur proposant un premier secours. Et ensuite, il leur a demandé 3 fois. Donc ça, c'est aussi très important en toute négociation de ne pas avoir peur de demander. On fait référence aux attentats de 2015. Exactement. Fin 2015, voilà. Et 3 fois, il leur a demandé est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux sortir. D'accord. Et à ce moment-là, l'un des terroristes lui a dit allez-y, sortez, mais faites attention en sortant. Donc il a réussi à créer ce lien qui lui a permis ensuite d'avoir l'influence, l'ouverture par sa demande. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, si on ne demande pas, on ne donne pas. C'est-à-dire qu'il lui, dans ce cas-là, il n'allait pas être relâché s'il demandait pas. Il a essayé la demande, et c'est la même chose dans des négos salariales, c'est la même chose dans des négos d'embauche, c'est la même chose dans l'évolution de l'organisation. Si je demande pas, malheureusement, la personne ne va pas forcément savoir que c'est un besoin. Ça, c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, se disent, au bout d'un moment, une augmentation, c'est un dû parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai bien fait mon boulot, et c'est quelque chose qui va m'être proposé. Ça, c'est l'erreur complète. Oui. Et ça va dépendre, c'est pas tout le monde qui a forcément ce réflexe, mais ça va dépendre justement de la personnalité des gens. Parce que nous négocions chacun avec notre propre personnalité. Et si je suis c'est un peu paradoxal, parce que plus je suis d'une personnalité empathique, c'est-à-dire qui va facilement comprendre ce qui est important pour l'autre,
plus je vais avoir tendance à croire que l'autre va faire pareil, et donc m'attendre à ce qu'ils comprennent que c'est le moment pour faire une évolution, que je mérite d'aller de l'avant. Et quand je ne le reçois pas, je suis évidemment très frustré. Oui. Parce que souvent, c'est souvent les personnalités aussi qui vont faire beaucoup d'efforts pour l'équipe, pour l'organisation, pour l'autre, en disant tant pis, c'est moi qui vais faire tel projet, tel élément, il y a personne d'autre qui veut le faire, donc je dois le faire, et donc ça va augmenter en plus. Voilà, un peu le bon soldat, le gars qui se dévoue pour faire un peu les corvées, qui se dit on va être reconnaissant. Forcément. Exactement. Alors qu'il y a d'autres personnalités qui vont être plus dans l'affirmation de soi, ce qu'il faut aussi en négociation, et qui par contre elles ne vont avoir aucune peur de demander, et elles vont demander, insister, redemander, insister. Alors que vous voyez très bien dans la situation que vous avez décrite, souvent on attend ce résultat en février-mars. Il y a certaines personnes, quand elles n'ont pas de réponse officielle, elles vont pas aller oser redemander. Alors que d'autres personnes vont être toutes les 2 semaines en train de taper à la porte de leur chef. Il faut trouver bien sûr l'équilibre adéquat par rapport à ça. Mais il s'agit de ne pas s'oublier non plus parce que on devient trop empathique. C'est le danger de l'empathie, c'est qu'on s'oublie soi-même pour les autres. Et c'est l'équilibre à trouver, et notamment, encore une fois, par cette idée de oser demander lorsque j'estime que j'ai les justifications nécessaires. Ça, c'est important, ça va faciliter la demande, que j'ai les justifications nécessaires ou le contexte nécessaire pour évoluer. D'accord. Mais alors, mettons, moi, je fais ma demande à la fin de l'année, à la rentrée. On me dit, je vais y réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Alors, le mois prochain, je relance, tous les mois Déjà, il faut penser à parce que ça peut être une technique d'évitement. C'est-à-dire que lorsque on ne veut pas donner une réponse, on peut dire je reviens vers toi dès que possible, et je reviens jamais vers toi. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle nous les anguilles, c'est-à-dire les gens qu'on n'arrive pas à attraper, ou on appelle ça aussi les téflons au sein du cabinet. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prise. À ce moment-là, il faut verrouiller. C'est fréquent ça chez les managers comme attitude? Je ne saurais généraliser ou pas, mais ça peut arriver, effectivement, parce que, et pour différentes raisons. Parfois, ils n'ont pas eux-mêmes les marges de manœuvre, ou ils doivent eux-mêmes aller revérifier. C'est ça le truc qu'on va répondre systématiquement, mais ça dépend pas de moi, c'est les RH, la décision n'a pas été prise, le budget n'est pas décidé. C'est là où il faut rentrer, on est vraiment en négociation. Mais ce sera pas en négociation sur le contenu, ce sera en négociation sur le processus. Et ça peut être une négociation sur des hypothèses. Qu'est-ce qui ferait dans le budget qu'il puisse y avoir une augmentation de combien serait-il et si c'est pas ça, qu'est-ce que ça pourrait être à la place? C'est-à-dire chercher à développer les possibilités et ne pas se laisser bloquer par une première réponse. C'est là où on rentre en négociation. C'est pour ça que nous utilisons aussi avec mes associés l'image des enfants. Si vous regardez les enfants, ils n'arrêtent pas de négocier. Et le non qu'ils reçoivent, alors que ça peut déprimer beaucoup d'entre nous et nous faire nous arrêter en négociation, ça va plutôt les exciter pour aller chercher davantage. Et c'est ça l'idée, comprendre quel est le système, avoir la curiosité de l'enfant de comprendre quel est le système, qu'est-ce qui fait que je peux obtenir quelque chose, et après passer au mode créativité. D'accord. Et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si c'est pas par rapport au budget, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Et si c'est pas une augmentation de salaire, est-ce que je pourrais recevoir une formation? Mais ça implique bien sûr 2 choses. D'une part, une préparation importante, une préparation détaillée. Ça, il n'y a pas de secret. Plus on est préparé en négociation, plus on pourra s'adapter au contexte. Et au-delà de ça, de réfléchir aussi, et c'est parfois plus difficile, à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans mon travail, comment est-ce que je me projette, et arriver à prioriser ces éléments-là. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir une entreprise avec laquelle je m'identifie en termes de valeur, ou aujourd'hui, pour des raisons peut-être de changement de vie, de mariage, enfant ou autre chose, d'avoir plus de salaire. Comment est-ce que j'arrive à concilier? Quelles sont les limites par rapport à ça?